anormal et il y a beaucoup, beaucoup d'impact sur l'économie et sur les entreprises, les organisations et sur le monde du travail. Bref, on se retrouve dans une situation où, avec la vaccination qui va bon train, on devrait revenir à une situation qu'on appelle d'anormal. Est-ce que vraiment ce sera comme avant la COVID? Probablement que non. Il y aura énormément de choses qui vont avoir changé et rarement dans l'histoire, voire même peut-être jamais, la gestion d'une organisation n'aura été aussi complexe. Ce sera assez difficile de gérer des entreprises à partir de maintenant. Mais avant d'aller plus loin, il faut vraiment connaître dans quel état est votre organisation actuellement. Quel est l'état de votre bateau? OK? Donc, à quel endroit est-ce qu'il est? Est-ce qu'il se retrouve sur le toit d'un édifice comme celui-ci, au milieu de plein de débris? Et là, vous vous interrogez puis vous vous posez la question, wow, comment je vais faire pour le sortir de là? Premièrement, il faut que je me rende au bateau. Deuxièmement, c'est bien beau me rendre sur le bateau, mais il est sur le toit d'un édifice, il n'est plus dans l'eau, puis il est au milieu de débris. Et là, il faut que je le ramène à l'eau, puis il faut que je le répare. Ça se peut que vous vous posiez cette question-là. OK? Est-ce que je le laisse là? Comme dirait dans la chanson de Plastique Bertrand, est-ce que je m'arrête ou je continue, où j'en suis, à la fin ou au début? C'est un petit peu comme ça. OK? Vous pouvez vous retrouver dans une deuxième situation, et c'est pas vrai que la COVID a été mauvaise pour tout le monde. Il y a des organisations où ça va extrêmement bien et qui voguent sur un bel océan bleu, les voiles toutes ouvertes, et ça va vraiment bien. Eux autres, ils font face à d'autres défis. Ils font face à des défis de croissance, ils font face à des défis de cash flow et ils font face à des défis de besoin de ressources humaines. Donc, d'autres défis d'une autre ampleur, mais à ne pas négliger. Ils ont aussi des problèmes. Ou bien non, encore, faites-vous partie des survivants désignés. Les survivants désignés, c'est qui? Ben, c'est les entreprises qu'on ne sait pas trop si elles vont continuer. On ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive avec eux autres. Les organisations ont survécu, mais il y a des hauts, des bas, ça ouvre, ça ferme, ça repart, la clientèle a changé. Il y a énormément de questions qui se posent. Donc, on se retrouve dans l'une des situations, des trois situations suivantes. Est-ce que vous avez fait, à quel endroit vous êtes là-dedans? Vous vous situez. Afin d'arriver à ça, ben, c'est bien beau, mais là, il faut penser à comment on va revenir à la normale. Alors, on propose deux façons de le faire. D'évaluer, la première, c'est d'évaluer votre situation financière. Puis la deuxième, c'est de revoir votre stratégie d'affaires. OK? Donc, en deux étapes. Mais je tiens à préciser qu'il y aura énormément de défis à relever par rapport à la normale. La première des choses à faire, c'est d'évaluer votre situation financière. Est-ce que vous êtes en bonne santé financière? Pouvez-vous tenir le coup encore bien longtemps? Puis en passant, évaluer sa situation financière, il ne faut pas le faire juste parce qu'on est en COVID. C'est une bonne habitude à prendre de façon régulière, au même titre que comme humain, comme individu. On nous recommande, là, surtout à partir d'un certain âge, à partir de 40 ans, là, d'avoir un examen médical complet là, chez le médecin à partir de l'âge de 40 ans. Bien, une entreprise, c'est la même chose. Une organisation, c'est la même chose. On doit faire son bilan de santé financière une fois par année, au moins une fois par année, OK? Pour évaluer sa situation financière. Donc, c'est une bonne pratique à prendre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans dans l'évaluation de nos finances? Bien, on fait un bilan de santé, on regarde nos états financiers, on regarde l'état de nos liquidités. Est-ce qu'on en a beaucoup ou très peu? Elle arrive comment les liquidités dans l'entreprise? Est-ce qu'on a une bonne compréhension de comment le cash circule dans l'organisation? C'est quoi nos ratios de liquidité, nos ratios d'endettement? Est-ce qu'on est capable d'emprunter encore? Est-ce qu'on a parfaitement euh, utilisé l'effet de levier pour le financement avec nos actifs qu'on possède? Quel est l'état de vos comptes à recevoir? Avez-vous des clients pour qui là, ça ne va pas bien? Moi, j'ai un client, entre autres, là,
qui a 100 000 de compte à recevoir avec un client sur un chiffre d'affaires d'à peu près 975 000. OK? Donc, tout près du million de dollars de chiffre d'affaires. Ils ont un client, un compte à recevoir de 100 000 qui est dans les 60 jours. Et là, ils viennent d'apprendre que le client a déclaré, il s'en va en faillite. Là. OK? Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que 100 000 sur 900 quelques mille dollars, ça va faire mal. Là. Ça va faire très, très mal à l'organisation. Est-ce que vous avez fait le tour de vos créances, de vos comptes à recevoir? Est-ce que vous suivez vos clients? Êtes-vous au courant de leur situation financière? Plus que jamais, avant de donner du crédit à quelqu'un, il faut s'assurer qu'ils ont les reins assez solides pour vous payer. OK? Donc, moi, je vous recommande fortement de faire le tour de vos comptes à recevoir puis d'évaluer ça parce que vous risquez d'avoir des surprises qui vont vous faire mal. Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez par cœur vos coûts fixes mensuels? Est-ce que vous connaissez votre structure de coûts? Quels sont vos coûts directs? Quels sont vos coûts indirects? Ce sont des éléments que vous devriez savoir par cœur. Vous devriez savoir, là, est-ce que j'ai 5 000, 10 000, 50 000 de frais fixes annuels, mensuels, pardon. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est les coûts, c'est les revenus moyens que vous devriez générer pour couvrir vos coûts fixes. Vous devriez au moins couvrir ces coûts-là. Très important. Et ça, vous devez savoir ça par cœur. Connaissez-vous vos entrées de fonds, vos sorties de fonds? Avez-vous une bonne idée des pourcentages? Comment ça rentre vos entrées de fonds, vos sorties de fonds? Ils arrivent de où? Et quelles sont les sorties de fonds que vous devez faire à tous les mois? Avez-vous profité pleinement des subventions qui sont offertes? Il y avait tellement de subventions de fait. Est-ce que vous en avez pleinement profité? Est-ce que vous vous êtes assis avec vos comptables? Est-ce que vous êtes assis avec vos gens de finance pour savoir vraiment là, si vous avez bénéficié de tout ça et si vous y avez droit? Donc, l'impact financier, là, c'est à ne pas négliger, c'est ce qui va permettre de survivre et tout ça. Et comme disent les Anglais, hein, cash is king. Ça, c'est une terminologie anglophone là, qui est très, très utilisée par les gens d'affaires anglophones. Ben, cash is king, il faudrait l'appliquer parce qu'effectivement, si on n'a pas de cash, on a beau avoir plein d'idées, mais s'il n'y a pas de cash, on ne peut pas aller bien loin. Donc, ça règle pour l'aspect financier. Une fois qu'on a réglé tout notre aspect financier, il faudrait revoir sa stratégie d'affaires. En fait, c'est une bonne pratique, ça aussi, à faire de façon régulière. Il faut faire un nouveau portrait de l'organisation puis redéfinir sa stratégie. Pourquoi? Parce que l'organisation a probablement changé par rapport à l'avant-COVID. Elle n'est plus comme avant. La clientèle a changé et tout ça. Comment est-ce qu'on revoit notre stratégie? C'est en révisant notre plan stratégique. Pour ceux qui en ont un, on sait qu'au Québec, c'est une problématique, la planification stratégique. Les grandes entreprises, les organisations qui ont des conseils d'administration, c'est obligatoire. Vous êtes obligé d'avoir votre plan stratégique. Dans la PME québécoise, les statistiques nous révèlent qu'il y a à peu près 18% des PME québécoises qui ont un plan stratégique. Ce qui est intéressant, c'est que comparativement au monde anglophone, le monde anglophone, c'est le 2/3, c'est à peu près 67-68% des PME qui ont un plan stratégique. Donc, il y a un écart majeur. Je vous rappelle que le plan stratégique d'une organisation, c'est votre carte routière. C'est ça qui vous permet d'être focus, c'est ça qui vous permet de réaliser votre vision d'entreprise. Okay? Et malheureusement, les Québécois, on a la mauvaise habitude de ne pas faire de plan stratégique. Donc, je vous recommande fortement de le faire. Alors, si vous en avez un, vous faites une révision. Si vous n'en avez pas, il est grandement temps d'en faire un et le retour à la normale va vous permettre ça. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, une planification stratégique? C'est pour prendre du recul puis de revoir sa vision. Est-ce que votre vision tient le coup encore? Quand vous avez démarré l'organisation, vous aviez une vision d'entreprise. Où vous la voyez dans le futur? Est-ce que ça a changé avec la COVID? La deuxième raison, c'est de mieux connaître l'environnement dans lequel on évolue. Quand on fait une planification stratégique, on fait une analyse des environnements internes et externes. Et puis, ça nous permet d'avoir une bien meilleure compréhension du marché dans lequel on évolue, de l'industrie dans laquelle on est.
Et ça nous permet de connaître les facteurs clés de succès, les facteurs clés de compétition, les forces du marché et tout ça. La troisième raison pour faire une planification stratégique, ben, c'est que comme organisation, ben, il faut développer des stratégies innovantes et performantes. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, nos parents, nos grands-parents décidaient qu'ils lançaient une entreprise le demain matin, ben, ils le faisaient, ce n'était pas compliqué. Ils regardaient ce qu'un compétiteur faisait et ils faisaient comme eux autres. Les Anglais appellent ça Me Too. Moi aussi. OK? Ben, cette stratégie-là, ça ne tient plus la route 50 ans plus tard. Aujourd'hui, tu ne peux plus lancer une entreprise et dire, ben, moi aussi, je dois faire comme eux autres. Non, ça ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, une organisation doit être différente, elle doit être innovante et elle ne doit pas faire comme les autres. C'est la seule et unique façon d'attirer des clients. Okay? Ne pas être comme les autres. Donc, vous devez dégager des stratégies innovantes, performantes. Et c'est vers ça que le futur s'en va. Est-ce que votre organisation offre des biens et services qui sont différents de la compétition? Le quatrième élément, c'est pour faire des choix éclairés d'allocation des ressources. Quand on gère une organisation, ben, l'allocation des ressources, ça devient une priorité. On a un certain montant d'argent, on a un certain nombre de personnes et on dispose d'actifs, d'éléments d'actifs. Ben, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On est limité. Alors, en fonction de nos ressources, ben, on va faire une allocation de ces ressources-là par rapport aux stratégies qu'on va avoir déterminées. Le cinquième élément, c'est pour mieux planifier, contrôler et rectifier en temps opportun. Quand on fait de la planification stratégique, ben, le résultat final de la planification stratégique va être suivi par des indicateurs qu'on met dans un tableau de bord. Ben, ce tableau de bord-là, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Ben, c'est de planifier, c'est de contrôler puis de rectifier, de s'ajuster, d'évaluer la performance, puis de réagir en temps opportun parce que ça coûte pas mal moins cher de réagir en temps opportun que de se lancer les deux yeux fermés, puis de rectifier le tir une fois que les dommages sont faits. La sixième raison pourquoi on devrait entreprendre une planification stratégique, c'est pour donner un sens au quotidien des employés. Une planification stratégique, je vous le répète, c'est une carte routière et c'est aussi un moyen de communication avec les employés. Donc, tous vos collaborateurs, c'est de leur donner un sens. Ben, si vous êtes le capitaine ou la capitaine du navire, ben, les gens si vous voulez que les gens vous suivent, ben, ils doivent savoir dans quelle direction s'en va votre bateau. Est-ce que vous vous en allez vers l'Europe ou vous en allez vers l'Amérique du Sud? C'est quand même important à savoir. Donc, si vous voulez qu'ils vous suivent, partagez avec eux autres. Une planification stratégique, c'est une démarche à travers laquelle une entreprise détermine la stratégie à adopter pour concrétiser sa vision, puis l'allocation des ressources nécessaires pour ce faire. Il y a une statistique intéressante qui est prouvée, c'est que 70% des entreprises qui réussissent le mieux avaient un plan stratégique. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de plan stratégique, vous ne réussirez pas, mais mettons que votre probabilité est très, très faible. Très, très, très faible. Alors, le sondage a été fait par BDC et la firme Nielsen. Donc, c'est prouvé. Si vous avez un plan stratégique, vous avez pas mal plus de chances de mieux réussir. Comment est-ce qu'on fait ça, un plan stratégique? Qui est-ce qu'on fait participer à ça? Bien, si on est dans la PME, je vais prendre la PME ici, ben, c'est les propriétaires dirigeants. Si vous avez un comité aviseur ou un conseil d'administration, vous pouvez faire participer ces gens-là. Très intéressant. Vous allez aussi choisir quelques employés clés, ce qu'on appelle des employés influenceurs, des employés qui sont vendus à l'organisation, qui ont l'organisation à cœur et tout ça. On les fait participer à la planification stratégique. Et aussi, ce qui est fortement suggéré, c'est quelques parties externes. Pourquoi? Parce que comme organisation, on a tendance à être dans la forêt. Et en allant chercher quelqu'un de l'externe en qui vous avez confiance, qui vous connaît et qui est capable de garder la confidentialité de l'information, bien, cette personne-là est à l'extérieur de la forêt et vous allez être surpris de voir la contribution de ces gens-là. Elle va être très, très différente. Ils vont vous arriver avec des idées que vous n'auriez jamais pensées. Et c'est très, très enrichissant d'avoir ces gens-là autour de la table. Donc, on a 3 catégories d'individus là qu'on peut faire participer.
Quand on se retrouve dans la grande entreprise, habituellement, c'est le conseil, c'est le comité exécutif qui participe à la planification stratégique avec quelques employés clés, là, habituellement. Et un service de consultation externe là, pour diriger un peu le processus. Là, je vous le répète, un processus de planification stratégique, c'est pas du tout, mais du tout, on s'en va 3 jours en retraite fermée, là. C'est pas ça une planification stratégique. J'entends encore plein de monde qui me disent on va faire une planification stratégique, on va partir 2 ou 3 jours à l'externe, là, puis on s'en va s'isoler. C'est pas vrai, c'est pas ça. Le 2 ou le 3 jours, c'est une des étapes dans le processus. Mais il y a énormément de travail à faire en amont. On ramasse tout, on consolide toute cette information-là, on en discute pendant le 2-3 jours et on sort de là avec des travaux à faire au bout du 2-3 jours, là, avant que le plan final soit consolidé. OK? Donc, on fait la réflexion sur le travail qui a été fait en amont pendant le 2-3 jours. On se donne des to-do, des stratégies, on détermine les stratégies. On sort de la planification stratégique et on fait le plan d'action. Puis au bout d'à peu près 6, 7 semaines, 8 semaines, on réalise le plan d'action pour faire la stratégie d'entreprise. Le processus là, de planification stratégique dans la PME, le processus type, il prend entre 6 à 8 semaines. Et habituellement, on le fait dans le 9e, du 9e au 10e mois, 9e et 10e mois de l'année financière. La raison est très simple, c'est qu'au bout du plan stratégique, il va falloir faire les budgets après ça, pour la nouvelle année financière. Donc, si on fait le plan stratégique dans le 9e et 10e mois de l'année, on laisse à l'équipe des finances puis à la direction le soin de faire le budget dans le 11e mois pour qu'on puisse le communiquer là, avant la fin de l'année financière à l'organisation, ce qui fait que tout le monde a eu ses budgets pour débuter la nouvelle année financière. Donc, retenez bien ça. Un processus de planification stratégique, c'est toujours dans le 9e et 10e mois de l'année. Dans la PME, je précise. Dans la grande entreprise, c'est beaucoup plus long que ça. C'est quoi les grandes étapes d'un processus de planification stratégique? Bien, la première grande étape, c'est de déterminer l'ADN de l'entreprise. Qui sommes-nous? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on veut faire et tout ça. Donc, c'est l'ADN. On va voir tout ça en détail. La deuxième grande étape, c'est l'état de la situation. Donc, une mesure d'introspection. On va analyser l'environnement interne et externe. Et à partir de là, on va faire des constats. Puis, on va établir des priorités. Donc, ça, c'est toutes les 3 premières étapes. Une fois qu'on a fait nos constats, ben, il faut déterminer qu'est-ce qui nous différencie. Il faut établir sa différence. Je vous ai dit tantôt qu'aujourd'hui, être en affaires, c'est être différent des autres et non pas d'être comme les autres. Il faut vraiment être différent. Et le 5e élément, c'est l'imputabilité. C'est bien beau faire un plan stratégique, là, mais il faut qu'il y ait de la responsabilisation qui sorte de là. Donc, qui est imputable de quoi? Alors, dans le plan d'action, suivi de la performance, le tableau de bord, les indicateurs, bien, on va déterminer qui est responsable de quoi avec des indicateurs et l'évaluation de la performance de chacun des membres et tout ça. Si on voit ça en détail, donc le premier, c'est la volonté, l'ADN de l'organisation. Qui sommes-nous? Bien, c'est là qu'on parle de mission. Bon, moi, je tiens à vous dire là, qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot mission, mais de plus en plus, on utilise l'expression raison d'être. C'est une mauvaise traduction de l'anglais au français mission. En anglais, ils utilisent le mot mission, mais de plus en plus, on voit purpose en anglais et raison d'être. Parce que le sens mission en français, mission veut dire qu'on a un début puis une fin. J'accomplis une mission, j'ai un début et j'ai une fin. Alors qu'une mission d'entreprise, une raison d'être d'entreprise, ça a un début, mais ça n'a pas nécessairement une fin. C'est très rare qu'on change la mission d'une organisation. Elle est là pour longtemps. Il y a des raisons bien particulières pour lesquelles on change la mission d'une organisation. Donc, moi, quand je fais de la planification stratégique avec les organisations, je préfère utiliser raison d'être plutôt que mission. Et c'est plus d'actualité, là, on le voit de plus en plus. Le deuxième élément, c'est la vision. Lorsque l'organisation a été créée,
les entrepreneurs qui l'ont créé avaient sûrement une vision pour cette entreprise-là, pour cette organisation-là. La vision, c'est quoi? C'est le voyage qu'on veut faire. C'est vers où on s'en va. Qu'est-ce qu'on veut devenir dans l'avenir? Est-ce qu'on fait un voyage en Europe, en Californie, en Amérique du Sud, en Océanie? Vers où on s'en va? OK? Le troisième élément, c'est quelles vont être les valeurs corporatives de votre organisation. Qu'est-ce que vous allez valoriser dans votre entreprise? Le respect des gens, les normes environnementales. Est-ce que vous allez valoriser l'innovation, la créativité, l'aspect familial? Bref, les valeurs corporatives, c'est les comportements souhaités par tous les collaborateurs, pas juste les employés, mais tous ceux qui gravitent autour de l'organisation. Et ça implique les membres du conseil d'administration, du comité aviseur, vos fournisseurs, vos employés, vos collaborateurs, vos consultants, ils doivent respecter ces valeurs-là. Habituellement, une organisation en a de 3 à 5. C'est rare qu'elle en ait plus que ça. Mais ce sont les comportements souhaités par tout le monde qui gravite autour de l'organisation et ce sont les comportements qui vont aussi être valorisés. D'accord? La responsabilité sociétale. Comme entreprise, comment vous allez contribuer à la société? Là, ça, je tiens à vous dire que c'est relativement nouveau. C'est très, très in, très à la mode depuis environ 5 à 7 ans. C'était pas du tout présent dans les plans stratégiques des organisations avant ça. Aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est que les entreprises se donnent une responsabilité sociétale. Et ça, là, c'est une excellente nouvelle pour la société. Moi, j'ai la chance d'accompagner plusieurs jeunes entrepreneurs qui reprennent des entreprises de leurs parents. Et moi, je peux vous dire une chose, les parents, l'aspect numéro 1 d'être en affaires, c'est de faire de l'argent. C'était, faut que je fasse de l'argent. Aujourd'hui, on le voit, il y a une très grande constatation, les jeunes qui reprennent les entreprises de leurs parents, oui, ils sont en affaires pour faire de l'argent, mais les jeunes veulent contribuer à la société, au bien-être de la société. Et ils se donnent des responsabilités sociétales. Je donne un exemple très concret. J'ai un cas là, où les parents là, étaient habitués à faire du 15 à 18 de rendement à chaque année. Et la notion de responsabilité sociétale n'était pas du tout présente dans la mentalité des parents. Bien là, c'est les enfants qui ont repris la business et eux autres, là, ils sont bien heureux à 8 à 10 de rendement. OK? Et la différence, là, ils l'investissent dans la société. Ils contribuent au développement de la société, au bien-être de la société. Ce concept-là est extrêmement présent chez les Américains et dans la culture anglophone. Okay? Je vous donne un exemple très, très concret. La compagnie Ben & Jerry, crème glacée, dans le Vermont. Donc, pas loin de Sherbrooke, ça. Ça se fait bien de Sherbrooke, elle est là. La maison mère est dans le Vermont. Bien, la compagnie Ben & Jerry, là, ils investissent 1% de leur chiffre d'affaires dans la société à tous les ans. Un exemple très concret, dernièrement, ils sont allés voir les écoles du Vermont et ils ont dit, nous autres, on a le goût de subventionner un gymnase. Est-ce qu'il y a une école qui a besoin d'un gymnase ou de refaire son gymnase? Bien, les écoles ont soumissionné leur projet et tout ça, et ils ont choisi une école. Ils ont dit, c'était l'école qu'on choisit. Ils ont investi 700 000 dans une école pour avoir un gymnase et tout ça. C'en est un exemple, ça, de responsabilité sociétale. Il y en a d'autres, c'est dans l'environnement. Il y en a une autre entreprise là, québécoise, je crois que c'est sur la rive sud de Montréal. Eux, ils investissent dans le temps des employés qui consacrent au nettoyage des berges du Saint-Laurent à chaque année. Il y a 2 jours qui sont consacrés au nettoyage des berges du Saint-Laurent. Donc, les employés sont payés par l'entreprise et ils font le ménage des berges. Merveilleuse cause. C'est super, ça. Donc, de plus en plus présent dans les organisations. Et c'est très, très bien pour la société. Bravo, bravo, bravo à la nouvelle relève là, qui prend le volet là-dedans. La proposition de valeur, c'est ce que vous offrez, c'est la promesse que vous faites à vos clients. Qu'est-ce que vous offrez à vos clients? C'est en anglais, ils appellent ça le elevator speech, donc votre discours d'ascenseur. C'est en
4-5 secondes ce que vous offrez. Qu'est-ce que votre entreprise promet d'offrir à vos clients? Pour ceux qui connaissent l'entreprise Chocolat Favori, hein, à Sherbrooke, il y en a un. C'est très bon d'ailleurs, allez là. Est-ce que, si je vous pose la question, est-ce que Chocolat Favori vend du chocolat? Bien, la réponse, c'est non. Chocolat Favori ne vend pas de chocolat. Contrairement à Laura Socor ou une autre organisation de chocolat, Chocolat Favori vend une expérience de plaisir chocolaté. Une expérience de plaisir chocolaté qui réunit parents et amis. C'est ça, sa proposition de valeur. Et tout ce qu'ils vont vous vendre, ça va être autour de ça. Le parfait exemple de ça, c'est les petites copes de fondu, là, de chocolat pour les fondus. Bien, ils vont vous vendre ça en copes. Pourquoi? Parce que vous allez faire une fondue au chocolat, vous allez réunir parents et amis autour de ça. Okay? C'est une expérience de plaisir chocolaté qu'ils vous vendent. Et tout ça, ça prend l'engagement de la direction. Si la direction n'est pas partie prenante dans le plan stratégique, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. Oubliez ça. Elle doit obligatoirement. Moi, j'ai des PME là, qui m'ont appelé comme consultant, qui m'ont demandé de faire un plan stratégique et le propriétaire refusait totalement de participer. Il ne voulait pas s'impliquer, tout ça. Ben, moi, j'ai refusé le mandat parce que ça ne donne absolument rien, parce que les dirigeants ont beau avoir la volonté, mais si le propriétaire n'est pas partie prenante à un plan stratégique, ben, ça ne donne absolument rien de faire ça. Vous perdez votre temps. Il faut absolument que vous ayez l'engagement de la direction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la volonté et l'ADN. Le deuxième élément, c'est l'introspection, c'est l'analyse de l'environnement interne et externe. Ben, c'est là qu'on va analyser les forces, les faiblesses de l'organisation. On va déterminer son avantage concurrentiel. Et on va analyser, on va faire une analyse de notre clientèle. Okay? C'est quoi le portrait type de notre clientèle, de l'achalandage? Est-ce qu'on connaît le profil de nos clients? Est-ce qu'on sait combien on a de clients? Si je vous dis Walmart, combien on a de clients, c'est peut-être une grosse commande. Mais dans la PME, moi, je pense que vous êtes en mesure de déterminer votre clientèle. Est-ce que vous faites du B2B ou du B2C? C'est quoi l'achalandage? Puis l'achalandage d'avant la COVID, est-ce qu'il est le même qu'après la COVID? Posez-vous la question. Il faut tout analyser ça. Moi, je peux vous dire que la clientèle a beaucoup, beaucoup changé. Prenez les épiceries, par exemple. Compte tenu que les restaurants ont été fermés, sont fermés depuis un joli bout de temps, bien, le type de produits dans les épiceries qui sont vendus aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'avant la COVID. Les gros vendeurs, ce n'est pas tous les mêmes produits. Ça a changé. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent plus aller au restaurant, donc ils se font de plus en plus de bouffe eux-mêmes. Alors, ce n'est pas la même chose qui est consommée. Vos sources de revenus, les sources de revenus que vous aviez avant la COVID, est-ce qu'elles sont les mêmes qu'aujourd'hui? Les restaurants, un exemple, c'est les restaurants. Moi, j'ai un client ici, là, un restaurant à peu près 85-87 places. Avant la COVID, il n'avait qu'une seule et unique source de revenus, la salle à manger. Aujourd'hui, je le regarde, ben, s'il a survécu, il est encore en vie, ben, c'est parce qu'il y a 3 autres nouvelles sources de revenus. Bon, oui, sa salle à manger est encore fermée, mais là, il vend dans les épiceries, il fait du take-out, puis il fait de la livraison. Bien, ces 3 dernières sources de revenus-là, ils ne les avaient pas avant la COVID. Donc, il a fallu être créatif. On a créé ça et aujourd'hui, c'est ce qui lui permet de survivre. Il a gardé son personnel. En fait, il a gardé ses cuisiniers, qui sont ses employés clés, et il a gardé 3 ou 4 autres employés et l'entreprise roule. Elle ne roule pas sur l'or, mais l'entreprise existe encore. Elle n'est pas déficitaire. Okay? Elle ne fait pas de profit, mais elle n'est pas déficitaire. Break-even. Les produits et les services que vous offrez, j'en ai parlé. Les épiceries, c'en est un exemple. Est-ce que vos produits et services sont encore valides aujourd'hui? Est-ce que les besoins de vos clients ont changé? Est-ce que vos clients ont des nouveaux besoins suite à la COVID? Hein? Prenez l'exemple là, de Zoom puis de Teams. Hein? La COVID là, est venue alimenter ça. Maintenant, après la COVID, est-ce qu'on va continuer d'utiliser Zoom puis Teams? Moi, je pense que oui, mais peut-être pas au même niveau.
Donc, les gens qui font la planification stratégique de la compagnie Zoom, puis de Teams, Microsoft, bien, probablement que dans leur plan, là, ils vont voir une baisse de l'achalandage, là, probablement quand ça va être le retour à la normale. Donc, est-ce que vous prévoyez ça, vous, avec les besoins de vos clients? Est-ce que vous êtes capable de déterminer, là, sur un horizon de 6 mois, 1 an, 2 ans, là, s'il va y avoir un changement dans les besoins de vos clients? Dans le monde du voyage, est-ce que les gens vont recommencer à voyager bientôt? Est-ce qu'en 2022, l'industrie va reprendre ou ça va être en 2023 ou 2024? Et est-ce que ça va être encore les mêmes besoins? Vos réseaux de distribution, est-ce qu'ils sont encore en place? Avez-vous validé si tout le monde est encore là? Ça se peut qu'il y en ait des joueurs qui aient disparu. Okay? Vos ressources humaines, et ça, c'est un de vos plus gros défis. Hein? Les deux problématiques numéro 1 qui sont ressorties d'un sondage de Léger Léger qui vient tout juste d'être publié. Les deux principaux défis des dirigeants d'entreprise, le numéro 1, c'est avoir des ressources. On a un problème au Québec. On n'est pas capable d'avoir des ressources humaines qualifiées. Le deuxième problème qui est ressorti, c'est la gestion des ressources humaines. Donc, non seulement on n'en a pas, mais on a beaucoup de difficultés à les gérer. Pourquoi? Parce que les employés ont changé et les gens ne se comportent plus de la même façon. Il y a énormément de gens qui ont quitté le marché du travail à cause de la COVID. Donc, il y a des gens qui ont pris des retraites prématurées. Il y a des gens qui ont changé de carrière, changé d'emploi. Il y a un problème de ressources humaines. Et souvenez-vous, avant la COVID, on avait une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Donc, ça s'est juste amplifié. Et tout ça, ça a d'énormes répercussions sur vos capacités de production. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ne sont plus capables de produire au niveau qu'ils produisaient avant la COVID. Là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes de main-d'œuvre. Moi, j'ai une usine là, pour laquelle je suis consultant. Là. Ils sont incapables de produire à plus de 45-48 % actuellement. Pourquoi? Ils ne sont pas capables d'avoir des employés. Ils ne sont pas capables. Ils pourraient facilement augmenter leur niveau de production à 75, 80, 85 %, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'employés. Okay? Donc, c'est quoi la conséquence? Bien, c'est qu'il va y avoir un besoin urgent d'investir massivement dans la robotisation des usines, dans la technologie. Et ça va prendre beaucoup de capital. Donc, ça, c'est l'introspection, l'environnement interne qu'on appelle. Maintenant, quand on regarde l'environnement externe, bien, on regarde les menaces, les opportunités puis les risques de votre organisation, les risques du marché. Okay? Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que la COVID est venue amplifier des menaces? Et là, je vous invite à regarder les opportunités. La COVID vient de créer une tonne d'opportunités. C'est pas vrai que la COVID, il y a juste du mauvais dans la COVID. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui sont offertes actuellement aux entreprises pour se démarquer. Il s'agit juste d'être attentif. Et des fois, quand on est dans la forêt, on ne peut pas les voir. Essayez de vous entourer de gens qui sont de l'externe et qui viennent vous apporter une nouvelle vision de votre organisation. Ça va vous permettre de mieux voir les opportunités. Mais il y en a plein sur le marché actuellement. Il faut juste les voir. Okay? Des risques de partenariat, des risques d'acquisition, des risques de fusion, des risques de produits qui n'étaient pas existants avant, des risques de services qui n'étaient pas existants. Vos fournisseurs, est-ce qu'ils sont encore en vie? Avez-vous des fournisseurs dits stratégiques? Pas tous vos fournisseurs, mais ceux que vous avez identifiés comme stratégiques. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce que vous avez vu les reportages des derniers jours à la télé sur les fournisseurs de puces électroniques? Il y a seulement 3 fournisseurs de puces électroniques sur la planète, dont un est situé au Japon. Et l'usine principale vient d'être incendiée. Donc, il reste seulement 2 fournisseurs sur la planète. Il y a une pénurie importante sur la planète actuellement de fournisseurs et de puces électroniques. Et des puces électroniques, on en retrouve dans les automobiles, dans les
équipements électroniques, dans les réfrigérateurs, dans presque tout maintenant. Et je vous donne un exemple. Toyota, actuellement, fonctionne à 55 de capacité parce qu'ils ne sont pas capables de produire leurs automobiles à cause de la pénurie de chips électroniques. Ben, Samsung, c'est la même chose avec tous leurs équipements. OK? Apple va avoir le même problème. C'est des fournisseurs stratégiques, ça. C'est quoi vos plans B? Est-ce que vous avez des plans de gestion des risques? Beaucoup de PME n'ont pas de plan de gestion des risques, malheureusement. Dans la grande entreprise, c'est obligatoire, mais pas dans la PME. Mais il y a des entrepreneurs qui se retrouvent là, le nez sur le mur. Là. C'est quoi l'état de la compétition? L'analyse du marché, les forces de la concurrence. Est-ce qu'il y a des innovations, des technologies qui vont vous être utiles? C'est quoi les facteurs clés de succès et de compétition dans votre organisation, dans votre industrie? Les connaissez-vous? Donc, un plan stratégique, ça nous permet de tout savoir ça. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, ben, c'est quoi les enjeux? On constate nos enjeux. Ça va être quoi nos principaux défis? Puis à partir de là, ben, on dit, OK, lesquels on veut régler? Donc, on choisit des priorités. On ne peut pas tout régler, c'est impossible. On se donne des priorités et des nouveaux objectifs. Donc, ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Quand on établit sa différence, ben, comment je vais être innovateur, comment je vais créer ma différence avec un modèle d'affaires qui est différent de la compétition, avec une expérience client qui est différente. Est-ce que vous êtes capable de schématiser votre chaîne de valeur? Donc, ce sont les grandes étapes qu'on schématise et qu'on identifie là pour avoir une meilleure compréhension de où on procure de la valeur. On met tout ça dans un beau plan d'action, puis à partir de là, ben, dans le plan d'action, ben, il faut identifier les enjeux, nos défis, il faut traiter les menaces, les risques, les faiblesses, les possibilités. À partir de là, on établit nos priorités, nos orientations, nos nouveaux objectifs et notre nouvelle expérience client. Un plan d'action, ça doit tenir compte de tous ces éléments-là. Une fois qu'on a fait ça, ben, il faut suivre notre plan d'action. Hein? Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on suit ça avec la méthode PMEC, donc planifier, mesurer, évaluer, corriger. Alors, on suit notre plan d'action, puis on s'ajuste en cours de route. On suit notre performance avec un tableau de bord dans lequel on a des indicateurs de performance avec des cibles. On met ça dans le tableau de bord et on le suit, puis là, on s'ajuste, on corrige. Planifier, mesurer, évaluer, corriger. Donc, tout ça, là, dans un beau processus d'évaluation de la performance. Qu'est-ce qu'on fait une fois que tout ça c'est fait? Bien, il faut le diffuser, il faut le faire comprendre. Parce qu'il y a une équipe qui a participé à la planification stratégique, mais là, il faut communiquer ça, il faut diffuser ça à nos gens pour que tout le monde rame dans le même sens. Sinon, ça va être très difficile de faire ramer les gens puis d'arriver à réaliser votre vision. Il faut continuer à faire une vigie, surtout en période COVID. Pourquoi? Parce que ça change très, très rapidement. S'assurer que les ressources sont au rendez-vous, c'est une problématique importante, et suivre les indicateurs avec des suivis. Je vous le répète, faire un plan stratégique, mettre en place un plan stratégique, c'est un processus de gestion du changement et ça implique qu'il va y avoir de la résistance, ça implique que vous allez devoir convaincre des gens de ramer dans le même sens que vous et ça implique aussi que vous allez devoir avoir le courage de prendre des décisions. Avoir le courage de prendre des décisions et avoir le courage de ne pas avoir peur d'être critiqué. Comme dirigeant d'entreprise, il est fort possible que vous allez être très critiqué dans les temps qui courent. On le voit juste avec M. Legault, M. Arruda actuellement. Ils ont le courage de prendre des décisions, mais ils se font critiquer. Et comme a si bien dit M. Legault, si tu veux te faire aimer dans la vie, c'est une citation de Bernard Landry, je crois, si tu veux te faire aimer dans la vie, achète-toi un chien. Okay? Donc, quand vous êtes entrepreneur, quand vous dirigez une organisation, vous n'êtes pas nécessairement là pour être aimé. Si vous l'êtes, tant mieux, mais vous êtes là pour prendre des décisions. Il faut avoir le courage de prendre des décisions. En conclusion, s'il y a quelque chose que je voudrais que vous reteniez de la présentation d'aujourd'hui, il faut replanifier votre retour à la normale.
Faites votre évaluation financière. Comprenez bien votre situation financière, dans quel état vous êtes. À quel endroit est votre bateau? Sur le toit, est-ce qu'il vogue? Ou encore, vous êtes en transition, là, vous ne savez pas trop. Revoyez votre plan de match, posez un regard objectif sur l'entreprise, sur sa vigie de marché, la situation interne, externe, déterminez vos enjeux, vos défis, vos priorités. Troisième élément, établissez votre différence, soyez différent, ayez une proposition de valeur attrayante pour les clients. Quatrième élément, déterminez-vous des objectifs avec des indicateurs SMART que vous mettez dans un beau tableau de bord. Et une fois que ça c'est fait, on responsabilise les gens, on les tient responsables et imputables de certains éléments de la stratégie. Vos CPA ont été formés pour ça. OK? Ils devraient être capables de vous aider. Je vous invite fortement à les consulter. Et au bout de la ligne, un plan stratégique, rappelez-vous que ça doit être simple. Hein? Ça doit être simple, c'est-à-dire facilement exprimé, clair et cohérent. Moi, ce que je dis dans la PME, un plan stratégique, c'est 2 pages. La première page, c'est l'ADN. La deuxième page, c'est tout le modèle d'affaires. Ça doit tenir sur 2 pages, un plan stratégique. Autrefois, on produisait des gros plans stratégiques, ça d'épais. Ça ne tenait pas la route, il n'y a pas personne qui lisait ça. Aujourd'hui, dans la grande entreprise, on n'a pas le choix de le faire, mais on le résume à quelques pages. Mais dans la PME, un plan stratégique, habituellement, là, ça n'a pas plus qu'une vingtaine de pages, mais c'est résumé sur 2 pages. D'accord? Donc, innovateur, ça doit être innovateur. Le I pour innovateur, savoir vous démarquer. Le M pour mobilisateur. Pourquoi? Parce que vous voulez que tous vos collaborateurs rament dans le même sens que vous pour atteindre votre vision. Il doit être pertinent, avec des choix stratégiques. Il doit être logique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une cohérence dans tout ça et il doit être évaluable. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci de m'avoir invité aujourd'hui et c'est maintenant la période de questions. Merci Jean-Pierre. Très intéressant. Gênez-vous pas pour les questions, là. Moi, c'est la partie que je préfère le plus, les questions, là, parce que je ne les vois pas venir, fait que j'aime ça être challengé, là.
Oui, c'est ça, exact. Ah, compre- En fait, ouais. Mais si je peux vous aider là-dessus, moi, ce que j'ai vu, là, puis j'ai vu ça dans le journal des affaires, c'est que les OSBL comme vous, les chambres de commerce, le côté positif, c'est qu'il y a le fait que c'est en virtuel, ça a augmenté la présence aux assemblées générales annuelles. Le taux de participation est beaucoup plus élevé qu'il l'était en présentiel. Ça, c'est un des côtés positifs, OK, pour les OSBL. Mais il y a d'autres côtés négatifs. Mais il y a d'autres côtés négatifs, là, parce que les chambres de commerce, vous êtes dépendant là, des revenus générés par les événements et tout ça. Et là, ça vous a fait mal, ça. Là, il a fallu vous... Ah, effectivement, oui. Oui, gênez-vous pas. Yannick, Sandra, Olivier, Mélanie, là, gênez-vous pas. Moi, j'aimerais ça voir vous connaître, puis que vous posiez des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont été impliqués dans des processus de planification stratégique? Si je vous pose la question tous les quatre, dans quel état est votre bateau? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez la réponse? Ah, vous êtes très passif. Personne ne répond. Aucun signe de vie. Yannick a répondu. Merci, Yannick. Bon. OK. Oh, félicitations, bravo.
Ouais. Écoutez, ça là, vous seriez surpris de savoir combien il y a de gens qui ne savent pas du tout comment gérer ça, là. Et, et moi, moi, j'ai des clients là, que je leur parle de cash flow et ils me répondent carrément qu'ils ne savent pas c'est quoi, là. OK? Donc, c'est pas évident, là. OK? Pourtant, ils sont à la tête d'entreprises, là. L'exemple que je viens de vous donner, là, c'est une entreprise d'à peu près 8 millions de chiffre d'affaires. Ben, c'est une belle PME, ça, mais la personne, là, j'ai commencé à y parler de cash flow, puis elle était complètement perdue, là. Complètement perdue. OK? Moi, je suis même allé sur un conseil d'administration d'une grande OSBL québécoise, très connue, dont je vais taire le nom. Et je suis allé faire une présentation, et dans la présentation, la personne s'est levée et elle a dit, Monsieur Morceau, est-ce que vous arrêtez pas de nous parler de profit depuis tantôt? Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le profit, un profit pour l'entreprise ici, l'organisation? Moi, j'étais consultant, je présentais le résultat de mes travaux. Je pensais que la personne me défiait ou se moquait de moi ou je ne sais pas trop quoi. Donc, j'ai joué le jeu, je l'ai abordé, je l'ai expliqué tout ça. Mais à la pause, le PDG est venu me voir et il m'a dit merci d'avoir expliqué ça parce qu'il dit il y en a trois autres qui ne savaient pas c'était quoi. Et là, ces gens-là siègent sur un énorme conseil d'administration d'une grande société québécoise. Quand je suis revenu en automobile chez moi, là, j'avais de la difficulté à croire ce que je venais de vivre. J'avais beaucoup. Et là, ces gens-là prennent des décisions monétaires d'une valeur incroyable et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Oui. Wow. Ouais. Ben, gênez-vous pas, si vous voulez, il y a d'autres conférences qui sont offertes par l'Ordre des CPA, là. Et moi, personnellement, je suis régulièrement dans la région de Magog, donc, et à Deauville principalement. Donc, fait que, je suis souvent en esprit, moi. Ah ben cool. Il y a des participants qui voudraient avoir une copie de la présentation. René, est-ce que c'est toi qui s'occupe de ça ou
En fait, moi, je pourrais l'envoyer à Mme Bourbeau et puis elle pourrait le transmettre aux participants. Bon, Savoir qu'est-ce qu'ils ont manqué. d'accord. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, ça va me faire plaisir. Sherbrooke, là, c'est un coin que je connais bien. Parfait. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde.